Bonjour et bienvenue au Female Gaze Book Club. La vidéo que vous vous apprêtez à voir a été enregistrée lors de notre rencontre avec Isabelle Sorante et Wendy Delorme le 21 mars 2025 à Lyon pour discuter de leurs derniers romans, respectivement Médusa et Le Chant de la Rivière. Nous avons aussi parlé de Devenir Lionne, un roman écrit par Wendy et édité par Isabelle. On remercie le Mob Hotel qui rend ces événements possibles et si vous voulez venir au prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. C'est la raison pour laquelle on vous a invité ensemble. C'est au départ par rapport à votre collaboration sur Devenir Lionne et aussi après coup en lisant vos deux romans Médusa et Le Chant de la Rivière, on a aussi trouvé beaucoup d'écho entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on trouvait vraiment super de vous inviter ensemble. Et ce qu'on voudrait vous demander, si vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez bien présenter les romans de l'autre? Moi, je vais lire le début du livre de Wendy. La rivière. Je suis liquide, je suis mélodie. On m'a presque oubliée, mais j'étais autrefois puissante et indomptée. Je pouvais emporter grondante sur mon passage tout ce qui s'approchait de moi un peu trop près, et coucher dans mon lit, et rouler dans mes pierres, tirer vers les abysses des plaines en contrebas, les âmes inconscientes, s'aventurant sans guet dans mes flots bouillonnants. C'était il y a longtemps. La forêt, tout d'abord, s'est refermée sur moi après que tout mon flux a été dévié, aspiré par les hommes dans des tuyaux affreux de plastique jaune et noir. On les voit affleurer en haut dans les alpages, traverser çà et là un chemin de randonnée au milieu d'un pré. Les moins attentifs trébuchent parfois dessus, s'étonnant de trouver sur un sentier perdu dans la montagne ce serpent de caoutchouc rutilant au soleil qui replonge sous terre quelques mètres plus loin. Si on m'entend gronder, on ne me voit plus couler. Nul ne sait où je prends ma source, sauf les quelques-uns qui restent préposés à l'irrigation des prairies en hauteur et m'ont domestiqué. Toujours la faute des hommes. Quelqu'un m'a dit un jour que notre dernière pensée, la toute dernière, était la plus importante de notre vie parce qu'elle détermine tout ce qui se passera ensuite, quand nous ne serons plus là. Notre dernière pensée est celle qui crée l'univers que nous laissons derrière nous. C'est elle notre véritable héritage. Elle, rien d'autre. Tout ce qu'on peut laisser à part ça, le fric, la baraque, les meubles, les photos de famille, oui, même ça, même notre descendance, même nos gènes, même nos traces de chair, même les souvenirs dans l'esprit de ceux qui nous aimaient ou ne pouvaient pas nous blairer, même les traces plus profondes et plus invisibles, même ce que nous avons lu et ce que nous avons écrit, oui, même les empreintes profondes et invisibles que laissent les livres, même ce que nous écrivons sur nos carnets noirs, même tout ce que nous aurions pu écrire si nous avions vécu 1000 ans postés à la frontière du royaume des morts et des vivants, tout ce que nous laissons derrière nous n'est rien. Rien à côté de cette dernière pensée. Tout ce qu'on laisse se condense en elle, se transforme en elle. Notre dernière pensée, c'est un peu le Big Bang. L'univers. L'univers tel que nous le connaissions, s'amincissant comme un fil, disparaissant pour réapparaître, passé par le chat de notre dernière pensée. Sans nous, mais passé par elle. C'était le début de Médusa, d'Isabelle Sorante. Et c'était le début du Chant de la Rivière de Wendy Delorme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On présente un peu ou et tu complètes? En fait, dans le Chant de la Rivière, c'est un dialogue qui est alterné. En fait, c'est une femme qui va se retirer dans un endroit sauvage et la rivière va commencer à lui parler du passé et elle va résoudre quelque chose qui l'obsède dans le présent grâce à ce que la rivière va lui avouer. C'est un méga résumé. J'adore. Et Médusa, ça commence par c'est pour ça que je voulais qu'on lise la première page de chacun des deux livres, parce que je trouve la première page de Médusa très très forte. Et Après, ça s'arrête en fait. alors, tu m'arrêtes si je me trompe. Médusa, en fait, c'est la mort de Marianne, sur laquelle son frère, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, Liam, il a quoi? Il a 17-18 ans à ce moment-là? 16, je crois. Ouais. Il se demande c'était quoi la dernière pensée de sa sœur au moment où elle est morte. Donc ça commence là-dessus. Et on va suivre la quête de Liam. Et puis, qu'est-ce que ça provoque un deuil dans une famille? Ça se passe entre La Ciotat et Paris.
surtout à La Ciotat, c'est très beau. Et puisque c'est la ville que que tu connais très bien, voilà, où tu as des racines aussi. Et c'est comme beaucoup de romans d'Isabelle, c'est un roman, c'est une fiction, mais avec des fondations philosophiques très fortes que vous avez sentées dans cette première page. Déjà, merci d'avoir lu chacune un passage. On s'y attendait pas. C'était une belle surprise pour nous, pour tout le monde, j'imagine. Euh, Il y a beaucoup de passages du passé au présent dans les deux romans. Et notamment, il y a cette idée forte de transmission entre les femmes, de transmission euh, de traumatisme, mais pas que. Voilà, le premier pont qu'on fait, c'est celui-là. Comment vous avez travaillé justement ces passages, ces ponts entre le passé et le présent dans vos deux romans? Tu veux En fait, moi, c'est pas venu. En fait, moi, ça commence tout de suite par des personnages. Donc, je me dis pas forcément qu'il va y avoir des ponts entre le passé et le présent au début. Mais je me demande, en fait, j'avais cette obsession de qu'est-ce que fait ce jeune garçon. Sa sœur meurt dans quelque chose qui ressemble à un féminicide, hein. Je vais pas, enfin, on l'apprend tout de suite. Et donc, comment se construit un jeune garçon après ça? Et j'imaginais qu'il allait vouloir reconstituer la dernière pensée de sa sœur et que pour cela, il s'allie à la meilleure amie de sa sœur, qui s'appelle Béatrix, et qui est une jeune femme extrêmement misandre et dure. Et j'étais partie comme ça, sur ce couple de détectives inversés, où au lieu que ce soit le vieux détective dur et la jeune lieutenante qui apprend tout et qui lui dit que c'est bien d'avoir un peu d'émotion dans la vie, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que Liam est très émotif et mystique, et Béatrix est extrêmement dure pour des raisons qu'on va comprendre. Et c'est cette équipe improbable de détectives. Voilà, je pars sur ces trois personnages que j'adorais, et bien sûr, qui avaient un rapport avec la Gorgone, avec le mythe de Méduse. Et en fait, forcément, ça m'a fait fouiller leur traumatisme. Et donc forcément, en fait, je crois vraiment qu'il y a une transmission transgénérationnelle. Alors, chez toi, c'est en plus les éléments prennent complètement part à cette transmission, c'est-à-dire ça se fait par la rivière, par un côté animiste. Moi, je crois que mon côté animiste, il passe aussi par la mythologie, donc en l'occurrence par des figures mythologiques. Mais je crois vraiment que les transmissions transgénérationnelles, c'est-à-dire cette mémoire qu'on a en nous, qui n'est pas la nôtre finalement, mais qu'on a quand même en nous, mais qui est la mémoire de nos ancêtres, à laquelle on n'a pas accès. Et pourtant, cette mémoire, elle a accès à notre vie et elle nous agit, elle nous influence. Je trouve ça toujours très, très fascinant. Donc, c'est vrai que très souvent, dans mes romans, il va y avoir une force transgénérationnelle et des secrets qui vont agir sur les personnages. Et je m'intéresse, c'est vrai, beaucoup aux personnages féminins, forcément. Et parce que je les trouve plus intéressants la plupart du temps. Et du coup, quels sont là, dans Médusa, c'est une ancienne douleur qui s'est transmise, de mère en fille. Quand je dis plus intéressant, c'est pas du sexisme. Ça veut dire que, je trouve intéressant d'interroger les personnages qui se sont tus ou qui ont métabolisé une douleur dans l'obscurité et tout d'un coup, cette douleur vient à la lumière. Alors parfois, ça peut être des hommes. Là, en l'occurrence, c'est surtout des femmes dans le roman et Liam évidemment, mais lui, il est en plein présent, en plein deuil. Et donc, comment une douleur se métabolise et qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on peut la regarder dans les yeux ou pas? Et sur la question du lien entre le présent et le passé dans le champ de la rivière, il y a eu une rencontre avec un lieu. Élise, ici présente, connaît ce lieu puisqu'on est parti là-bas en résidence d'écriture il y a 2 ans. Et c'était dans le Piémont, dans les montagnes du Piémont, à la frontière franco-italienne. Donc on était à 1400 mètres d'altitude à peu près. Et en fait, l'idée, c'est que les éléments peuvent porter une mémoire et que l'eau est liée à la mémoire, au rêve, etc.
Donc La rivière va être narratrice d'une histoire qui s'est passée en 1924 et le roman, lui, se passe en 2024. Donc ça m'a permis de faire un truc que j'adore qui est de geeker sur c'était comment avant. Donc ça m'a fait fouiller, alors qu'est-ce qu'on cultivait à 1400 mètres d'altitude dans le Piémont en 1924, du seigle, de l'orge, du blé, comment ça marche, voilà. L'autre chose, c'est que les vies queer, souvent, n'ont pas été documentées. Et je me suis dit, en fait, une histoire d'amour entre deux jeunes filles en 1924 qui se solde finalement par le mariage de l'une avec un homme, parce qu'à l'époque, vivre cette histoire-là n'est pas possible. Qui va documenter ça? Où est-ce que ça existe? Dans aucune archive, puisque en fait, ces vies-là se vivent cachées, et puis ces amours-là ne peuvent se dire, et il n'y a pas de mémoire de ça. Donc c'est une mémoire fictive d'une histoire qui a été écrite dans ma tête. Mais moi, j'ai l'impression qu'elles ont vécu Clara et Ménie, et puis c'est un peu l'archétype de ces histoires qui se sont vécues cachées, voilà, qui sont pas documentées en fait. Il y a un autre point commun qu'on a trouvé dans vos deux romans, c'est que c'est des romans qui parlent d'amour beaucoup, qui racontent l'amour sous toutes ses formes, mais en particulier sous ses formes autres que l'amour romantique. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire d'amour qui est contrariée, et en fait, les histoires d'amour romantiques sont plutôt très contrariées dans les deux livres, mais il y a aussi tout cet amour amical, familial. Ouais. Et du coup, ma question, c'était important pour vous de représenter ça et de donner plus de place à ces formes d'amour-là, qui sont moins souvent représentées. Ah oui, clairement. En fait, excuse-moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que il y a quelque chose qui est remarquable dans tes romans, c'est que tu documentes vachement. Et en fait, ta manière de te documenter quand tu t'attaches à un lieu, c'est comme si à travers le lieu, tu faisais justement surgir ces histoires non documentées. Tu compenses le fait qu'elles ne soient pas documentées dans la vraie vie en te documentant à fond sur les lieux. Ou pour la lionne, tu t'es documenté à fond d'un seul coup, tu savais des tonnes de trucs sur les lionnes, mais scotchantes quoi. Et en même temps, tu fais surgir la fiction et tu fais surgir les non-dits de cette documentation ultra précise. Et je voulais juste me permettre de le dire parce que ça fait partie des choses que je trouve totalement magiques et fascinantes dans ton œuvre. Voilà. Et pour répondre à la question, bon, alors pour moi, il y a une forme d'amour qui est absolument essentielle. D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien qu'on est là toutes les deux, c'est l'amitié. Et là, je le dis en tant que femme hétérosexuelle, je pense que j'aurais pas survécu à l'hétérosexualité sans mes amies femmes. Et je le dis très très sérieusement, quoi. C'est-à-dire que c'est pour moi une forme d'amour qui est anarchiste, qui est révolutionnaire, qui nous soutient. Je crois que il y a quelque chose dans l'amitié entre femmes qui est essentiellement, oui, qui est révolutionnaire, qui permet de réfléchir sur la société. J'imagine que dans l'amitié entre hommes, ça existe aussi, mais souvent dans les amitiés entre hommes que moi j'ai pu voir, il y a au contraire quelque chose qui va cimenter. En tout cas, dans certaines, ça va, je dirais, conforter les cercles, et sans doute que si j'étais un homme, je profiterais de mes avantages, hein. Je ne dis pas que je suis une petite sainte parce que, bon, soyons clairs. Mais en tant que femme, étant mal placée dans le game, eh bien, en fait, mes amies femmes m'ont permis de tenir le choc. C'est-à-dire de comprendre très tôt que ce que je prenais pour mes défauts personnels ou les névroses de ma mère ou de ma grand-mère était en réalité un karma collectif bien plus vaste de domination. Et ça, je pense que je ne l'aurais jamais compris à 17-18 ans si j'avais pas eu mes amis et qu'on n'avait pas tout bêtement constaté qu'il y avait des choses qui se répétaient de l'une à l'autre. Donc, je crois que aussi, dans l'amitié entre femmes, il y a une élaboration de l'intimité, mais qui est complètement prodigieuse.
une des choses qu'on a peut-être en commun avec Wendy, c'est qu'on ne conçoit peut-être pas l'identité. On a envie de dynamiter une certaine conception de l'identité. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que l'identité, ce soit un petit jeu chétif qui soit né à telle date et qui mourra à telle date et un petit tiret entre deux dates finalement. Ça, la seule chose qui est vivante sur les tombes, c'est le tiret où tout s'est passé. Et en fait, finalement, on est en permanence donc traversé par ces mémoires de nos ancêtres. On ne sait pas ce que c'est, pourtant c'est là. On est en permanence habité par les lieux, par la mythologie des arbres. On est très sensible. Notre âme se dépose sur les objets, sur les murs de nos maisons, sur nos lunettes, sur tout ça. Ça fait aussi partie. Donc, on a en fait, je pense, une identité aquatique, poreuse, comme une membrane en fait qui laisse passer des choses. Et ça, je crois que dans cette forte intimité qu'on peut avoir, très jeune fille avec d'autres femmes, on vit ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une expérience de l'identité qui n'est pas le «je pense donc je suis», cartésien. Moi, les premières fois que j'ai eu des vertiges, identitaires en me disant: «Mais en fait, je ressens ce qu'elle ressent» ou on commence à se ressembler alors qu'on n'est pas de la même famille et cetera, où je sais exactement ce qu'elle va me dire, ou elle sait exactement ce que je vais dire. C'est avec mes amies femmes. Et ce qu'il y a de génial, en fait, ce que je trouve très dommage, bon, excuse-moi, je suis lancée, il faut m'interrompre. En fait, ce que je trouve super dommage avec l'amour romantique, c'est que ça va tout de suite donner une réponse. Ça va dire, si tu as ce vertige avec quelqu'un, c'est que tu l'aimes et que tu vas te marier et faire des enfants. Mais c'est pas vrai. Si on a ce vertige avec quelqu'un, c'est effectivement qu'on l'aime, mais c'est aussi la preuve que notre identité n'est pas rigide. Et ça, dans l'amitié, on le voit parce que comme c'est moins défini, on n'est pas en train d'inventer tout un truc, qu'on va acheter une maison avec notre meilleur ami. Enfin, si, peut-être, mais enfin, voilà, c'est pas obligatoire. Donc, on est beaucoup plus poreux à l'identité mutable que ça révèle sur nous, en fait. Et donc, je crois qu'il y a cette force. C'est pas pour rien que pendant les chasses aux sorcières, on commençait à soupçonner de sorcellerie juste les femmes qui étaient amies et qui se baladaient ensemble, tiens, justement, le long des rivières. Dans cette chose horriblement totalitaire, il y avait un fond de vérité, à savoir que ces deux femmes qui se baladaient ensemble à côté de la rivière, elles faisaient un pas de côté par rapport à la société et sans doute par rapport à la forme d'identité, le fameux «je pense donc je suis» qui était surtout valable pour les hommes d'ailleurs à l'époque de Descartes, puisque les femmes, nous les femmes européennes, pendant que les hommes ont hérité du «je pense donc je suis», les femmes, elles, héritaient d'une identité qui n'était pas du tout dite au «je», qui était dite au «tu». C'était «ah, tu es Théo de Sabat, tu es une sorcière». Il n'y avait même pas de première personne. Après, on est tous des descendantes et descendants d'hommes et de femmes. Donc, c'est peut-être aujourd'hui notre salvation que notre identité soit à la fois construite sur des bases rigides, mais qui en fait sont construites sur des bases mouvantes. Et c'est peut-être ça qui peut aujourd'hui nous aider. Je métabolise ce que tu as dit, qui m'a remué. Euh, L'amour et les formes d'amour non romantiques. Moi, je développe de l'amour pour des non-humains quand j'écris. Quand je passe un an à me documenter sur les montagnes du Piémont, ou un an à me documenter sur la domestication des fauves et la disparition des lions, et comment est-ce que certaines espèces de lions n'existent plus que dans des zoos, en fait, hein. Je développe de l'amour. Et là, je viens de passer un an à écrire sur la Rise, qui est une rivière enterrée dans les égouts de Lyon. Et je pense que je suis aussi obsédée par la Rise que par la personne que j'aime. Enfin, et en fait, il y a vraiment quelque chose qui se développe là, qui est peut-être une névrose. Mais, mais oui, quand tu vas en centre d'archives, que tu passes des heures sur internet, que tu visualises ce qui s'est passé avec ce cours d'eau enterré dans les égouts, ou avec cette lionne qui vit dans un vivarium de 15 mètres carrés et qui commence à se ronger les pattes parce qu'en fait, les lions ont besoin de voir de l'humain. Ils peuvent pas vivre enfermés parce que leur vue, enfin, ils se développent des tocs et ils se bouffent les pattes. En fait, tu rentres dans des formes d'empathie avec du non-humain, et c'est une forme d'amour. Voilà, moi je le vis comme ça. Il y a aussi dans les 2 livres, des relations de frères et sœurs qui sont hyper, belles, hyper, fortes et que je te trouvais super aussi. Oui, alors dans Le Chant de la rivière, effectivement, on a un binôme de jumeaux
Donc Méni et son frère, et en fait Léo, et en fait lui, il est le témoin de cette histoire d'amour que vit sa sœur avec leur amie d'enfance commune. Et il y a pas de mots pour dire ces amours-là à ce moment-là, parce qu'il y a que des insultes pour les dire. Et moi, c'était une façon de parler de comment je suis entrée en amour en tant que personne queer. Les mots que j'avais à ma disposition à 20 ans, c'était des insultes, en fait. Donc j'avais envie de parler de ça, de quelqu'un qui a un témoin bienveillant, silencieux, qui protège sa sœur de la violence paternelle, parce que le père comprend ce qui se passe entre sa fille et la jeune voisine, qui habite sur la même flanc de montagne. Et j'avais envie d'un personnage masculin. Enfin, en fait, dans tous mes livres, quand il y a des personnages masculins, c'est des tendres, c'est des Liam. C'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage de Liam dans le roman d'Isabelle Médusa. J'ai besoin de créer ces personnages-là aussi parce qu'il y a des personnages. Voilà, j'ai des frères, j'ai des fils. Et je pense que les hommes souffrent du patriarcat aussi à leur manière. Parce que j'élève 2 garçons qui ont 10 ans. Et je vois que devenir garçon, c'est un processus de mutilation émotionnelle. Devenir une femme est un processus de mutilation qui se joue à d'autres endroits. Et j'ai envie de créer et d'aimer des personnages masculins qui sont pas forcément toujours heureux avec le costard d'homme qui les empêche. Voilà. Ouais, je voulais dire que je suis super d'accord avec ça. Et par exemple, dans les grandes chasses, aux sorcières, les hommes aussi étaient traumatisés de voir, alors c'était surtout des femmes, hein, qui étaient brûlées, mais en fait, ça traumatisait des villages entiers, hommes et femmes, hein. C'est-à-dire que les enfants, ils étaient obligés de regarder leur mère, se faire brûler, et par exemple, l'astronome, Johannes Kepler, il s'est jamais remis du fait que sa mère avait été accusée de sorcellerie. Il a réussi à la faire sortir, en fait, de prison. Elle est morte. Alors, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui disaient il mourait de chagrin après. Je pense que c'était aussi les conséquences des tortures ou des interrogatoires. Mais enfin, disons que ce qu'on sait, c'est qu'elle est morte de chagrin. Et, euh, et donc, là, dans Médusa, j'avais envie en fait de changer le mythe. J'avais envie d'imaginer le contraire de Persée. Et le test héroïque de Liam, c'est est-ce qu'il va être capable d'aimer une femme monstrueuse? C'est ça son test. Est-ce qu'il va être capable? Et c'est une vraie question. Parce que on se dit, c'est une vraie question. Et je trouve que c'est une belle question. Je rebondis j'ai envie de rebondir sur plein de choses, mais je vais choisir. Je rebondis sur ce que tu viens de dire avec une citation qui nous a marqué dans Médusa. C'est la seule façon de soustraire Médusa du male gaze, c'est de la transformer en monstre. Et j'aimerais bien que tu reviennes justement sur comment tu réinterprètes le mythe de Méduse. Oui, alors là, ça, c'est bon. Je vais pas dire dans quelles circonstances l'interprétation arrive, sinon je vais un peu spoiler. Mais ce qui se passe, c'est Méduse devient, on va dire, vivante au cours du roman. Elle apparaît, donc voilà, je pense que je spoil rien en disant ça, puisqu'on s'en doute, c'est dans le titre, donc bon. Et en fait, non, moi, ce que j'imagine, c'est que Médusa, je le dis à l'italienne, en fait, elle, j'imagine que ces serpents sur sa tête, c'est les traumas. C'est-à-dire que elle se fait violer par Poséidon dans le temple d'Athéna. En plus, c'est elle qui est punie. Moi, le mythe m'avait totalement fascinée par son injustice. Alors, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas le viol et mes parents ne m'expliquaient pas. Mais enfin, on se dit, tiens, Poséidon l'a embrassée de force. Dans ma petite version, elle est punie, ok. Elle a des serpents sur la tête, elle va se cacher dans une grotte et ensuite Persée dit ah ah bah je vais aller la décapiter alors qu'elle n'a rien demandé. Et faisant mes recherches, alors comme toi, moi je cherche sur les mythes, je regarde toutes les versions, je prends toutes les traductions, tous les mythologues. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que Médusa est la seule des 3 gorgones, il y en a 3, qui est mortelle. Ses 2 sœurs ne le sont pas. Et donc en fait, ce que j'imagine, c'est que les serpents sur sa tête, c'est les traumas. C'est les pensées qui sifflent, la haine de soi, ces choses dégoûtantes qui restent sur elle en fait. Et que les sœurs, ce sont des sœurs imaginaires en fait, où c'est des choses qui sont pas réellement là. Et en fait, elle est très très seule. Et donc moi, ce que j'imagine dans le livre, c'est qu'elle apprend à parler à ses serpents.
et que ces serpents sont des poètes, c'est des serpents poètes, et qui savent des tas de choses, et que donc ça devient un pouvoir, en fait, parce qu'elle apprend à les écouter. Et donc, je me demandais, les mythes, c'est des choses vivantes. En fait, c'était Georges Dumézil, le mythologue, qui disait que quand les peuples n'avaient plus de mythes, ils mouraient. Je pense que c'est vrai. Et comme c'est des choses vivantes, on peut les transformer. C'est-à-dire que si on se met tous à imaginer que Médusa est belle, qu'elle parle à ses serpents, que ces serpents sont des poètes, on est en train de changer quelque chose. On est en train de dire que certaines choses maudites peuvent revenir dans la cité et peuvent être aimées. Et donc, voilà, pour moi, ça me paraissait extrêmement important d'essayer. Alors, Médusa, c'est une figure mythologique, donc c'est tellement plus grand que nous, plus ancien. Ça sera encore là quand on ne sera plus là. C'est très bizarre de travailler avec des figures mythologiques parce que on sent qu'il y a quelque chose de tellement plus fort que nous qui est là. Et en fait, en même temps, ces choses-là nous demandent, ces choses éternelles ont besoin de nos vies minuscules pour être transformées. Elles ont besoin qu'on tombe amoureux différemment. Elles ont besoin qu'on voit la beauté différemment. Elles ont besoin de nouvelles tâches héroïques qui soient pas de tuer les monstres, en l'occurrence là, mais de les aimer. Et on a parlé d'amitié. Il y a beaucoup de très belles citations sur l'amitié dans Médusa, notamment quand tu écris l'amitié des hommes, elle cimente la société et celle des femmes, elle la défie. Vous êtes amies toutes les deux depuis de nombreuses années, je crois. Comment votre amitié, enfin, quel rôle cette amitié elle a dans votre manière d'écrire, dans votre travail? On est devenus amis grâce à Frédéric Tadei. C'est pas banal, hein. On était invités à une émission, je venais de sortir mon premier roman, et il se trouve qu'on était invités à cette émission de télévision, animée par Frédéric Tadei. Donc on est quoi? On est en 2007, je crois. Moi, j'avais déjà lu Isabelle. Et voilà, ces romans m'avaient remué beaucoup, et la rencontrer, c'était pas rien. Et du coup, de me dire, bah en fait, presque 20 ans plus tard, on s'appelle, bah, toi, sur certains de mes romans, Isabelle, bon, la Devenir Lune, Isabelle l'a édité et m'a fait faire comment dire, tu l'as quasiment coécrit dans le sens où je t'ai envoyé des versions intermédiaires et où tu m'as dit, ah oui, mais là, en fait, tu parles t'arrivais à résumer en une phrase des nœuds que je me faisais, et tu m'as fait gagner des semaines de réflexion, en fait. Mais sur d'autres livres que t'as pas édités, du coup, ben, je t'envoie le manuscrit, et de me dire qu'on est arrivé à cet endroit-là, alors qu'à la base, pour moi, c'était une autrice que je lisais et que j'admirais, c'est assez fou, en fait. Voilà. Donc moi, je te vois un peu comme ma marraine. Voilà. C'est toujours une méga responsabilité, mais que non, en fait, c'est la joie. Moi, ce que je me rappelle, c'est que sur le plateau, et là, moi, j'ai eu un coup de foudre amical, en fait. Voilà, ça a commencé comme ça, parce que on était quand même sur la même longueur d'onde. Et après, je pense que on a une amitié quotidienne, réelle, mais on a aussi une amitié, on va dire, artistique. Et en fait, ça, c'est au niveau de l'âme, et du coup, ça va très vite. Et puis, ça fait que ce que j'adore aussi chez toi, c'est ton côté joyeux. On a un côté enfantin avec Wendy, donc quand on se voit, on rigole beaucoup. Et même quand on déprime, On parle beaucoup de coupe de cheveux. ouais. En fait, tout à l'heure, on a une super amie qui est dans la salle, qui vient de se couper la frange. Et pendant le Celle qui a fait la couverture de tu vas aller au Mickey défi de Mouse. dire ça, donc je vais le dire. Donc, en fait, ouais, c'est Jeanne qui a dessiné cette couverture. Voilà. Et donc, en fait, pendant des années, j'ai eu la frange. Et j'ai arrêté parce que, en fait, ça me foutait dans des angoisses métaphysiques parce que je me disais que la frange, c'était exactement comme la vie, quoi. C'était soit trop long, soit trop court. C'était jamais bien. Et les rares moments où c'était bien, ça durait pas. Et j'avais tellement l'impression que c'était une parabole que je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête, quoi. Et que je la porterai plus jamais parce que c'était trop de métaphysique permanente. Voilà. Du coup, quand on s'appelle, soit on parle de structure narrative pendant 1h30 et d'éthique de l'écriture,
Je suis là, en fait, Isabelle, je suis en train de compulser des archives écrites par un prêtre. L'hiver 1946, après l'invasion de la Poméranie par les Russes, qui ont massacré des villages entiers. Et je sais pas, ce prêtre, je connais pas sa descendance. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces archives qui m'ont été transmises par ma grand-mère? Donc on peut soit parler de ça pendant 1 heure, soit parler de coupe de cheveux. Et on fait Voilà. les deux, en fait. Ça me donne envie de vous en demander un peu plus sur comment ça s'est passé, en fait, votre collaboration sur ce livre. Non, mais il faut que je dise la vérité. En fait, Vas-y, dis-la. Isabelle m'a appelé, me dit voilà, tu voudrais pas faire un livre pour ma collection, qui est une collection. Le concept, c'est un auteur ou une autrice et un animal. Et je lui dis, mais moi, j'y connais rien. J'ai des chats, mais je vais pas écrire un livre sur les chats. Parce que les chats, c'est comme des dieux. Aucune autrice n'a encore osé. Il n'y a pas. Ouais, c'est à la fois Ouais. très trivial et trop grand. Ouais. Euh, Bon. Et elle me dit, mais t'es lionne, tu voudrais pas écrire Je dis, oh, mais c'est hyper cliché. Donc, du coup, j'expédie la question de l'astrologie en une page et demie. C'est très pudique. Non, en fait, j'ai écrit Devenir lionne parce que je ne pouvais pas te dire non. Mais c'est ça, c'est que votre marraine d'écriture et amie de cœur et merveilleuse personne vous demande d'écrire un livre, vous pouvez pas lui dire non, en fait. Du coup, je dis bon, ok. Et voilà, c'est parti de là. Mais c'était une aventure incroyable. J'ai adoré faire ce livre, vraiment. Parce que ça m'a sorti de mes zones de confort. J'ai dû m'intéresser à la domestication des animaux et des femmes. Parce qu'en fait, c'est concomitant, hein. La domestication de l'animal et la domestication des femmes, c'est la même période et c'est le moment où les humains se sédentarisent et se mettent à cultiver. C'est la période. Après, il va y avoir le capitalisme. Donc, ça te plonge dans des. À la base, c'est quand même ton ami qui te dit t'es lionne, écrit sur la lionne et tu te. Enfin, c'était assez fou comme expérience. Et ce que je trouvais fou, c'est quand à un moment, tu m'as appelé pour me dire plein de trucs sur les lionnes et il y avait tellement de détails, c'était tellement génial. Et ce qui m'a aussi scotché, c'est quand tu racontes comment, à chaque époque, on interprète le même film sur les lions différemment. Ah oui, parce que du coup, j'ai regardé plein de films documentaires sur les fauves et c'est un délire. En fait, ça vous illustre vraiment que la réalité, pour l'humain, passe par une mise en récit. Et qu'à partir des mêmes faits, des mêmes images, on peut se raconter 15 histoires différentes. Donc à partir des mêmes images filmées dans des parcs naturels africains en Afrique, dans différents pays, où il y a des réserves naturelles, traversées par des pipelines, mais c'est une autre histoire. Les lions sont en train de. C'est fini bientôt, hein. Et tu te rends compte qu'en fait, les lionnes, si tu t'intéresses à ces images, il peut y avoir un documentaire qui s'appelle La Reine Lionne, qui te raconte comment une lionne va sauver sa meute, enfin sa tribu, d'une sécheresse en les emmenant ailleurs. Et puis, il peut y avoir une autre narration. En fait, il y a des gens qui vont filmer les animaux. Et puis après, il y a le montage et la mise en récit. Et tu peux retrouver les mêmes images d'un film à l'autre. C'est un délire. Donc ça te plonge dans des réflexions métaphysiques aussi sur qu'est-ce que le réel. Et finalement, le réel passe par la médiation de la narration. Et puis un choix de mots change la coloration de l'histoire. Voilà. Et aussi, les lionnes, elles sont quand même géniales parce que, elles peuvent avorter en le décidant. Donc si un gars arrive en mode, bon, je vais chasser parce qu'ils se battent, mais en fait, ils se battent pas vraiment. C'est un jeune lion arrive, souvent il est avec son frangin ou son cousin, et puis il chasse le vieux lion qui va mourir parce qu'ils sont nuls à la chasse. C'est les lionnes qui chassent. Et donc les lionnes, elles savent que le nouveau lion ou les deux potes lions qui arrivent, ils vont bouffer les bébés. Donc soit elles s'accouplent avec, si elles sont en début de grossesse, pour leur faire croire que c'est leur patrimoine génétique, pour pas qu'ils bouffent les bébés à la naissance, soit elles avortent en décidant d'avorter comme ça. Voilà. Enfin, elles ont plein de stratégies en fait pour la survie de leur clan, sachant que leur clan, c'est des femelles, c'est leurs cousines, leur mère, leur grand-mère, leur sœur. Les lions mâles sont chassés à l'âge de 4-5 ans, pour pas qu'il y ait trop de consanguinité. Et donc, un clan de lions, c'est en fait un clan de femelles. Et le gars, il sert à rien. En fait, il sert à rugir et à pisser pour dire ça, c'est chez nous. Voilà. C'est comme si le gars, on lui disait, bon, toi, tu vas aller planter des panneaux pour dire ici, c'est Villeurbanne. Mais en fait, Villeurbanne, c'est une commune autogérée en non-mixité meuf, quoi. Tu vois. On sent bien effectivement que tu as geeké sur, sur les lions et les lionnes. Et dans cette, l'originalité de Devenir lionne, c'est que pour le reste de la collection, c'est l'auteur ou l'autrice qui choisit son animal, et là c'est toi qui as un peu imposé ou proposé du moins de le faire sur la lionne.
Ouais, j'ai proposé, j'aurais pas imposé. J'ai proposé parce que je trouvais que c'était trop beau. Mais si tu m'avais dit autre chose, j'aurais suivi, hein, tu vois. L'essentiel, c'était que t'en fasses un. Ouais. Oui, puis du coup, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une alternance de chapitres. Vous avez un chapitre d'autofiction. Ça commence avec la rencontre d'une lionne en cage au zoo de Berlin. À l'époque, j'ai 20 ans, donc c'était il y a 25 ans. Et j'ai vraiment rencontré cette lionne, en fait, derrière un plexiglas, quoi. Le couloir des fauves. Raubtiere en allemand, c'était un espace couvert. Les lions n'avaient pas d'espace. Ils étaient névrosés. Maintenant, les conditions ont changé dans les zoos. Mais donc ça m'a marqué. Je me suis dit, tiens, je vais partir de là. Donc c'est moi, à 20 ans, qui va au zoo, qui voit cette lionne. Et puis après, je fais de l'autofiction. Qu'est-ce que cette lionne va lui enseigner sur sa condition de femelle domestiquée, en fait, et sur les cages en plexiglas qu'elle ne voit pas elle-même. Et un chapitre sur 2, c'est du geekage sur le rapport humain-animal. Et vous apprenez plein de choses sur les stratégies des fauves qui, on dit le roi des animaux, mais l'humain l'a domestiqué depuis tellement longtemps que tout ce qui se passe pour ces animaux-là nous enseigne en fait ce qui se passe pour nous dans la société telle qu'elle est actuellement. Ouais, c'est trop vrai. Et en plus, au moment où tu l'écrivais, moi, j'écrivais l'instruction qui était le récit de mon enquête en élevage industriel et en abattoir. Et en fait, qui a été pour moi une expérience spirituelle, mais sombre, mais spirituelle, profondément spirituelle, pour laquelle j'ai une gratitude infinie envers les animaux qui continuent en ce moment même de mourir dans ces villes qui n'ont pas de nom et qui ont les mêmes dimensions que nos villes. Et en fait, c'était bizarre aussi parce qu'on écrivait toutes les deux sur des animaux en même temps. Et je crois aussi, comme toi, que la manière dont nous traitons, mais pas seulement les animaux, tout, il n'y a qu'une manière, en quelque sorte. C'est-à-dire que à partir du moment où nous refusons de voir que les animaux ont une âme, une conscience, des émotions, alors à certains endroits, on va refuser de le voir en nous. À partir du moment où nous pensons que la Terre doit être exploitée sans relâche, comme par hasard, on fait la même chose avec notre propre esprit et on a des burn-out. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule manière de faire, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas croire que notre inconscient collectif ou notre esprit, une fois qu'il a une manière de faire, il va tout d'un coup se dire « Ah, mais non, là, c'est c'est un être humain, c'est moi. Je vais arrêter d'exploiter, je vais arrêter d'être extra-activiste et je vais être sympa. » Non, ça se passe pas comme ça. Il y a qu'une seule manière. Et c'est pourquoi les villes animales sont les miroirs de nos villes. Et c'est pourquoi la manière dont on regarde les animaux, c'est la manière dont on se voit nous. Et donc, c'était assez vertigineux de travailler ensemble. C'était aussi ça, une drôle de synchronicité. Euh, on travaillait ensemble, alors pas du tout sur les mêmes animaux, euh, en même temps. Je sais pas quoi dire de ça. C'était un hasard pour le coup. La nature, de manière générale, a une place importante. On parlait des éléments dans le chant de la rivière. Et, et du coup, on peut qualifier vos œuvres d'écoféministes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Tu parles un petit peu de ça dans Devenir lionne, de ce terme-là, qui est qui est plus employé aux États-Unis qu'en France, ou plus investi. Et voilà, qu'est-ce que ça vous parle? Alors pour moi, la question du féminisme, c'est la question de comprendre, d'analyser, de dénoncer un rapport de pouvoir. Et si tu pars de là, donc forcément, tu fais le parallèle avec plein d'autres rapports de pouvoir, donc notamment entre l'humain et le vivant, que ce soit l'eau, la terre, les êtres vivants. Et donc écoféminisme, c'est presque un pléonasme en fait. Enfin, c'est redondant, c'est comme monter l'escalier. Ouais, je suis OK pour le terme. Enfin, et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. J'avais pas pensé que c'était redondant, mais c'est vrai. Mais moi, je pense que ça va plus loin. Je crois que ça a un rapport avec notre identité. C'est-à-dire, moi, je me sens animiste, au sens où je pense et je fais exprès d'employer les mots gênants, mais je pense que les animaux ont une âme. Et j'aime bien dire ça parce que c'est gênant d'employer le mot âme. C'est gênant parce que on n'a pas envie d'y penser. Pourtant, quand on va nous dire un lieu sans âme, on n'a pas envie d'y aller, bizarrement. Euh,
Et j'aime bien employer le mot magie. Et d'abord, je crois que les animaux ont une âme comme nous avons une âme. Et je pense que l'âme n'est pas une chose éthérée comme ça, comme on imagine, je sais pas, comme Ophélie dérivant dans l'eau, dans Hamlet, avec tous ses voiles. Je crois que c'est des choses charnelles, c'est comme les racines qui plongent dans la terre. C'est comme le sable, c'est comme le vent, c'est comme le sang, malheureusement, dans les abattoirs et ces choses-là. C'est ça l'âme. Et on la partage tous. On, on- on est tous reliés. Et quand on a ce genre de sentiment, on est naturellement écoféministe, on sent ce lien. Et c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure sur ce vacillement d'identité que moi j'ai eu très tôt dans l'amitié avec mes amies filles, hein, parce que je n'étais pas encore une femme, on va dire, de sentir qu'en fait, oui, on est tous reliés. Voilà, on respire le même air, on boit la même eau. Tout ça, toutes ces expériences-là, elles sont fondamentales. Donc si c'est ça être écophiliste, oui, bien sûr, oui, oui. La nature, elle est très présente dans vos livres et dans ces deux-là également. Est-ce que c'est aussi important dans au moment où vous écrivez? On a parlé de la résidence d'écriture oui, qui était dans la montagne. Est-ce que vous avez besoin d'être voilà, justement en pleine nature pour pouvoir écrire toutes les deux? Ça dépend. Le chant de la rivière, je l'ai terminé dans le béton, je l'ai terminé en ville, parce que j'avais plus la possibilité d'y être. Nos vies sont contraintes par nos métiers et plein d'autres choses. Mais par contre, ce que ça me fait, c'est que ça me fait là, je viens de passer 1 an à écrire un bouquin qui, si tout va bien, sort en septembre et qui parle d'une rivière enterrée dans les égouts de Lyon, entre autres choses. Donc ça m'a fait me documenter sur ce qu'était Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Dessines, toutes les communes, à ouais, au nord, ouais, à l'est de Lyon. Le grand parc naturel de Miribel-Jonage, et donc j'ai passé beaucoup de temps dans ce parc qui est en fait très anthropisé, hein, c'est des anciennes carrières, en fait, les lacs qui sont là-bas. Des anciennes carrières de gravier qui ont servi à construire les autoroutes autour de Lyon et à reconstruire la ville après la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, bref. Et ça m'a fait aimer mieux ces espaces très bétonnés dans lesquels j'habite, puisque je sais maintenant que cours Émile Zola, il y avait des chèvres, c'était de la terre battue et il y avait des prés. Je sais que le Rhône venait régulièrement inonder cette zone-là. Bon, maintenant, vous connaissez Charpennes, le McDo, vous imaginez des chèvres, le Rhône qui déborde quand il a envie. Voilà. Bon, c'était un peu dramatique aussi des fois, hein. Le Rhône, il prenait des humains, hein. Il se vengeait. On l'a tellement bien canalisé que c'est compliqué maintenant, mais bon, on va y revenir là, avec ce qui nous attend météorologiquement parlant. Donc non, j'ai pas besoin d'être forcément dans la nature, je ne peux pas toujours y être. Par contre, l'écriture vous fait voyager dans le temps et dans ce qu'étaient les zones de béton avant qu'elles deviennent des zones de béton. Ouais, moi je dirais un peu comme toi. Je crois qu'il y a des lieux, alors par exemple La Ciotat, mais ça peut être d'autres lieux, où j'ai l'impression que mon je sais pas quoi, la transe passe mieux quoi. Comme un téléphone, d'un coup il y a 5 barres quoi. Et là, c'est dans la nature en fait. À Paris, j'ai 2 barres. Simplement, quand j'ai eu, en fait, souvent, moi, pour commencer un roman, j'ai besoin d'être dans la nature et dans des paysages qui me parlent et ensuite, après, je peux me contenter d'être avec mes 2 bars à Paris, donc oui, moi, c'est relié à la nature. Je crois qu'à Paris, c'est horrible à dire, mais ou ce serait pareil dans n'importe quelle autre ville, comme tu dis, le béton, ce qui m'anime, c'est la blessure bizarrement, c'est la souffrance. C'est-à-dire je souffre quoi, comme, mon chat qui souffre, de pas avoir, de jardin. Parce que des fois, par exemple, j'ai une amie qui m'a dit: «Ah là là, mais ton chat, le pauvre, il est malheureux, il a pas de jardin». Je dis: «Voilà, exactement comme moi, en fait». C'est-à-dire que les animaux nous disent ce qui nous manque, en fait. Simplement, nous, on n'a pas le temps d'y penser, on est réaliste, on se dit: «Ah mais non, mais de toute façon, c'est pas possible». Donc en fait, oui, j'écris mieux dans la nature et en même temps, on fait avec et en même temps, cette souffrance, elle est très précieuse. Moi, en ce moment, il y a quelque chose qui me hante et après beaucoup de mois passés à être hantée, je commence à trouver la réponse. C'est-à-dire que certains matins, je me lève et je me dis: «Ah, je vais encore écrire un roman alors que je suis désespérée de l'espèce humaine et comment je vais encore célébrer ce narcissisme glorieux ou même ce pauvre héroïsme alors avec tout ce qu'on a fait».
Et en fait, en ce moment, je m'intéresse aussi à toute l'histoire, on va dire, coloniale, parce que j'ai une grand-mère qui était, bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire de ma famille, mais qui, bon, bref, qui est non européenne en réalité. Et donc, je dis en réalité parce que c'était un secret de famille. Et en fait, je me rends compte que souvent, ce qu'on va détester, cette avidité, ce cet extractivisme n'est pas l'humanité. C'est, heu, c'est une certaine forme d'avidité, de rapacité qui s'est dite universaliste, qui s'est dite l'humanité, au début, quand on a créé la race, en fait, à peu près en même temps qu'il y a eu les grandes chasses aux sorcières, on a, entre guillemets, «découvert», l'Amérique. Le concept de race a été créé, puis le concept de couleur quand il y a eu l'esclavage, parce qu'avant tout ça, ça n'existait pas. Donc je pense, c'est pour les jours où vous désespérez, ne croyez pas que c'est l'humanité qui vous désespère. C'est une certaine forme, hem, de conception, de l'identité de l'homme avec un grand H qui en réalité nous vient d'Europe. Mais et donc qui est cette conception conquérante, je vais dire coloniale au sens où ça nous a nous-mêmes colonisés comme un espèce de virus, rapace. Regardez tous les blasons avec ces aigles, ces lions, malheureux animaux qu'on a tués, mais qui disent la vérité sur l'âme sur une certaine férocité. Mais cette férocité ne nous résume pas. Nous ne sommes pas seulement cette férocité. Nous sommes aussi, je dirais les personnes animistes, les gens qui rêvaient, d'autres choses qui ont été passées sous silence, mais que nous portons aussi en nous. Et en ce moment, je réfléchis à ça. Je parle de ça pourquoi? Oui, parce que j'écris mieux dans la nature et qu'en ville, je suis parfois triste en me disant: «Mon Dieu, que toute cette souffrance qu'on a produite». Mais je crois que ça fait encore partie du jeu de ce capitalisme triomphant, de ce colonialisme féroce, que de nous donner des envies suicidaires en disant: «Ah», toujours ces drama queens qui sont: «Ah, mais tu vois, on fait que le mal» et cetera. Non, c'est pas vrai. En ce moment, il faut rester optimiste. Ce n'est pas l'espèce humaine, c'est une certaine forme de conception de ce qu'est l'humanité, à qui la terre aurait été donnée, pour la dominer, à qui non, hem, l'humanité ne se résout pas, aux hommes européens blancs qui ont conquis le monde à une certaine époque et il faut pas l'oublier et on a d'autres choses en nous, dans notre mémoire transgénérationnelle. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé dans Médusa, c'est celui, donc il y a Marianne, on l'a dit, qui décède au début du livre, et sa mère, qui s'appelle Vanessa, ensuite elle va lire les carnets de sa fille, les carnets que sa fille a tenus avant de mourir, et elle prend conscience aussi des mécanismes du patriarcat, et elle ouvre les yeux sur ce qu'elle a pu vivre dans son couple, notamment avec le père, et elle remet en question ses choix. Est-ce que vous pensez que c'est aussi le rôle de la génération actuelle d'éduquer la génération de leurs parents, ou en tout cas la génération précédente, à ces questions-là, de les aider justement à ouvrir les yeux? Peut-être, mais sans jamais oublier d'où les gens partent. Le regard qu'on porte sur le monde, on le porte de l'endroit où on est. Et le parent ou le grand-parent ou la personne, qui voit pas le monde de la même perspective est placée ailleurs. Hem, a vu plus de choses, mais pas avec le même filtre. Donc c'est comme de dire: «Tiens, regarde, bah, ça c'est mes lunettes». Il y a une autrice que j'aime beaucoup qui parle de ça, c'est Salomé Saké, qui a écrit notamment «Sois jeune et tais-toi», et ensuite elle a écrit «Résister». Résister à l'extrême droite et au fascisme, et elle parle beaucoup de comment est-ce que le dialogue est important entre générations, et elle s'exprime à ce moment-là en tant que personne qui, au moment où elle écrit, «Sois jeune et tais-toi», elle a moins de 30 ans, et elle parle de l'importance de dialoguer, au sein d'une même famille, en fait, entre générations. C'est pas toujours possible, hein, heu, malheureusement. Mais voilà, je crois que c'est et de faire confiance au temps aussi. Il y a un endroit, j'ai 20 ans, mes aînés ont un certain regard sur le monde qui n'est pas le mien, puis le temps passe et puis les choses bougent. Voilà. Moi, je pense qu'en fait aussi, il faut voir ça d'une manière, pas forcément,
de mettre le verre. Enfin, il faut se laisser éduquer, quel que soit notre âge. En fait, c'est surtout ça. On a toujours le pouvoir sur sa. J'aime pas le mot passivité, c'est la forme passive, grammaticalement. Mais on peut toujours choisir. N'oublions pas que notre identité, si on se dit que c'est une membrane et que c'est quelque chose qui est traversé, comme le bois, c'est des choses vivantes, on peut se laisser éduquer. Et tout alors nous éduque. Les gens plus jeunes, les gens plus âgés, mais même dans la nature. Par exemple, à un moment, en ce moment, je travaille sur un nouveau roman et j'avais commencé à penser à quelque chose de très, enfin, j'avais une piste qui était très compliquée. Et en fait, j'étais à La Ciotat et j'étais dans le jardin d'une amie et je me disais: «Est-ce que je dois, conserver cette piste, très compliquée?» Et tout d'un coup, je vois j'étais en train de me promener dans le jardin et je vois, une araignée, l'araignée qui manquait pas d'ambition. Elle avait tissé une toile entre 2 arbres. En fait, elle s'était lancée, enfin, il y avait qu'un fil, mais elle avait donc décidé de tisser mais une méga toile qui clairement empêchait les gens de passer. Donc j'étais obligée de couper son fil et je me suis dit: «Voilà, elle a fait une structure trop compliquée et résultat des courses, ça ne peut pas fonctionner». Parce que, et donc je me suis dit: «OK, laisse tomber, tu vas simplifier tout de suite cette structure». Et en fait, cette araignée m'a donné la solution. Et je pense que quand, on est dans la volonté de voir dans la nature, mais dans les gens qu'on aime et cetera, d'accepter l'instruction, qui va arriver, on peut apprendre, beaucoup de choses, en fait, vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire on va voir la solution, voilà. Donc je crois il faut aussi, nous, être plus poreux, plus perméables. Il y a un personnage dont tu as parlé qui est Béatrix, donc la meilleure amie de Marianne, qui est donc misandre. Est-ce que c'était jouissif d'écrire ces Ouais, personnages? mais grave. Alors, ce qu'il y a de super, c'est que en fait, les passages drôles où il y a Béatrix qui balance des choses misandres ou la femme en legging panthère, en fait, les journalistes qui m'ont interviewé au début me posaient des questions très super sur la mythologie, sur tout ça. Et puis après, en aparté, c'était genre, oh là là, ce passage-là, mais qu'est-ce que j'ai ri! En fait, donc il y a de l'humour et c'est ces passages-là, parce que oui, c'était drôle, en fait, que de temps en temps, il y a un personnage comme ça qui balance des trucs méchants finalement. Ça fait du bien, voilà. Je reviens sur la collection Bestial et on parlait de la singularité de Devenir Lyon et je trouve aussi que en fait ils sont tous singuliers. Enfin, je trouve que cette collection elle est vraiment singulière et je voulais en savoir un peu plus sur ben, d'où comment elle est née et comment tu travailles ça. En fait, c'était mon obsession en fait, j'adore l'idée donc de créer des choses, sans le dire, qui soit finalement, bah, écoféministe et où il y ait une sorte de réalisme magique. Je crois au réalisme magique, parce que et en fait, parler d'un animal, ça décale forcément le regard. Ça met quand même si on va geeker, puis être dans le il y a une forme de magie qui apparaît parce que forcément, quand on parle d'un animal, on parle de quelque chose où il y a pas la preuve. C'est-à-dire que en fait, il y a un côté, on n'a pas la preuve de ce qui se passe dans notre dialogue avec l'animal, quoi. Donc il y a une question, presque mystique qui arrive parce qu'on se dit: «Ben, OK, j'avance dans un terrain où j'ai aucune preuve. Je m'identifie à un animal, mais je sais pas pourquoi ni comment. Je peux pas le rationaliser», voilà. Et ça m'intéressait d'amener des artistes, sur ce terrain où on peut pas rationaliser. Et puis aussi, ça m'intéressait de poser un acte engagé écologiste et bien sûr, je me suis dit: «Ben, voilà quoi, on va faire une collection engagée» et c'était un vieux rêve que j'avais et qui s'est concrétisé. Et donc non, c'est un régal et finalement, c'est aussi, je crois aussi que ce lien avec l'animal, ça a fait surgir aussi forcément une écriture poétique à chaque fois. Il y a une phrase dans Devenir Lyon où tu écris Wendy, je l'ai retrouvé, c'est Isabelle et moi sommes liés par une réflexion commune et partagée sur les relations d'emprise. À ce moment-là de Devenir Lionne, je parle du roman d'Isabelle qui s'appelle La Faille.
qui est un gros roman qui date, je crois, de 2014, Ouais. que je vous conseille. Ça parle d'une relation d'emprise, dans un couple et où l'un se fait le vampire de l'autre, en fait et de tout ce mécanisme, qui met du temps à se dérouler, qu'on n'arrive pas à identifier tout de suite et tout et en fait, quand j'écris Devenir lionne, on est 10 ans plus tard, on est 10 ans après La Faille que j'ai beaucoup aimé et je me dis: «En fait, je suis en train de réfléchir sur la domestication animale et sur la domestication de la classe des femmes, quoi». Heu et je repense je repense à La Faille et je me dis: «Ouais, c'est une question qu'on a en commun toutes les 2». Oui, parce que justement, comme notre esprit est malléable, on peut se le faire manipuler. Mais quiconque a vécu ça a aussi une force parce qu'il connaît sa malléabilité. Regardez, aujourd'hui, on voit bien avec tous les réseaux, je pense que euh, il y a des grandes chances qu'on soit manipulé. Surtout quand on est une femme, puisqu'on est manipulé très jeune pour rentrer dans certaines cases. Donc en fait, on voit pas venir le truc. On voit pas, on a en quelque sorte l'habitude, euh, je dirais, de s'assouplir ou de prendre si on est des métamorphes, de prendre des formes qu'on n'a pas envie de prendre. On a l'habitude. Et donc ça nous rend manipulables. Mais une fois qu'on a compris, parce que ce qui est intéressant là pour moi, c'est pas l'histoire du pervers narcissique, etc. C'est l'histoire de notre propre esprit. Une fois qu'on a compris que notre esprit est souple, qu'il est mutable, on a, on a compris quelque chose d'important. Donc on peut décider de comment on va le transformer. J'y pense en ce moment évidemment avec la montée de l'extrême droite, avec les réseaux sociaux, avec les algorithmes qui sont conçus pour que ce qui soit récompensé soit, je dirais en gros, l'indignation ou la haine. Alors, est-ce qu'on a envie que, est-ce qu'on a envie de dire oui, ok, je vais te donner l'émotion que tu veux provoquer? Non, en fait. On peut tout à fait choisir de dire je ne vais pas ni m'indigner sur commande, ni me mettre en colère sur commande, je garde ça. Et ça, cette gestion lucide des émotions et cette conscience que comme notre esprit est mutable, finalement, les suggestions, les phrases, c'est comme de la nourriture, donc on peut choisir de quoi on se nourrit. Par exemple, on peut choisir de commencer sa journée en lisant de la poésie ou en regardant son téléphone. Je dis ça parce qu'en ce moment, je regarde, je voulais, j'ai lu, bon bref, enfin, bon, ouais, je voulais me faire un défi de voir où je mettais mon temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas tant le temps que je passais à faire des choses qui étaient important, mais par quoi je commence en fait. C'est-à-dire que si je commence, bon, le matin j'écris, mais si avant ma session d'écriture j'ai lu de la poésie, je suis beaucoup plus concentrée que si j'ai regardé mon téléphone. Et c'est pas tant le truc de combien de temps je regarde le téléphone, c'est par quoi on commence. Et voilà, et je me dis, c'est des petits détails qui montrent l'emprise des choses. Et une fois qu'on a compris que notre esprit, c'est pas que notre identité, c'est pas une forteresse, c'est pas un bloc de béton, on a compris beaucoup de choses. Et donc, du coup, on fait très attention, on fait plus attention parce qu'on sait l'impact des mots, on sait l'impact des choix. Et voilà, c'est pour ça que je pense que les expériences d'emprise, elles sont importantes finalement. C'est comme des initiations à la mutabilité. Question rituelle, c'est de vous demander votre dernier coup de cœur littéraire ou qui vous nous recommandez d'inviter pour un prochain book club. Moi, j'aurais dit Rim Battal, mais vous l'avez déjà invité, non? Rim Battal, vous l'avez pas invité encore? Et sinon, ben, Juliette Drouard pour Cuicui. J'ai eu beaucoup de coups de cœur récemment, mais Nelly Slim, qui vient de sortir son premier roman aux éditions Mystériques et Associés, qui s'appelle Entre ici et avant, il y a la mer. C'est un très beau roman qui raconte une jeune fille qui quitte la Tunisie pour faire ses études à Paris, qui rencontre une sororité chez des militantes féministes, qui raconte aussi la communauté queer parisienne, qui raconte plein de choses, l'amour, la désillusion, la militance. Et puis cette acculturation et qu'est-ce que ça fait de faire des allers-retours entre la France et la Tunisie en fait.
Et Nelly, c'est une autrice peintre. Isabelle disait, il y a longtemps, elle m'a dit, il y a les auteurs peintres et les auteurs-autrices peintres et les auteurs-autrices musiciens, musiciennes. Quand je lis Nelly, je vois. Quand elle raconte un orage et un ciel d'orage, je le vois. Et elle a besoin que de 3 lignes. C'est très visuel. Enfin, la plume vous fait surgir des images dans le cerveau. Merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir passé la soirée avec nous.